et bienvenue dans ce cours de terminale AGGSP. Aujourd'hui, on parle d'histoire et mémoire avec le cours de l'axe 1 sur l'histoire et la mémoire, ou les mémoires plutôt, des conflits. Dès l'Antiquité, vous le savez, ce sont les conflits qui incitent les hommes à écrire l'histoire de leur temps, comme Thucydide qui écrit la guerre du Péloponnèse. Les conflits les incitent aussi à élever des monuments commémoratifs pour se souvenir et célébrer des événements majeurs, comme l'Arc de Triomphe de Titus à Rome. L'histoire comme la mémoire sont des sujets sensibles qui risquent l'utilisation politique par le biais de leur enseignement et de leur médiatisation. Selon les lieux et les époques, l'événement n'est pas étudié de la même façon. Pour des périodes aussi sombres que les guerres, les mémoires peuvent être douloureuses, occultées, passionnées, partielles ou officialisées. Dans tous les cas, elles sont un discours et une représentation subjective du passé qui donnent du sens au présent. Entre récits officiels des gouvernements, poids du contexte politique, volonté d'oubli et mémoire antagoniste des acteurs, le passé laisse des traces susceptibles d'unir ou de diviser les populations. Inévitablement, ces mémoires sont en tension avec le travail de l'historien qui doit mettre à distance la mémoire sans toutefois la rejeter. Notre problématique sera donc la suivante: comment le travail de l'historien contribue-t-il à faire évoluer les mémoires des conflits? Pour commencer, on va voir que faire de l'histoire immédiate, l'histoire du temps présent, c'est pas forcément totalement impossible, mais en tout cas très compliqué. C'est un travail difficile puisque, dès le début des conflits, les gouvernements orientent l'histoire pour faire porter la responsabilité des hostilités à l'ennemi. Cela légitime et justifie leur action militaire et permet de demander des dédommagements à l'issue du conflit. En 1914, la France se présente comme la victime de l'agression allemande qui prétend au contraire mener une guerre préventive contre la menace russo-française. Chaque pays peut alors mettre en avant la cause qui l'arrange. L'Empire allemand se voit comme encerclé d'ennemis et estime devoir mettre un terme à cette menace. La Russie met en avant son devoir d'assistance envers la Serbie, alors que le Royaume-Uni rappelle que c'est l'Empire allemand qui a violé la neutralité belge. En temps de guerre, même si la responsabilité est le plus souvent multiple, les explications complexes sont remplacées par des schémas simplistes afin de susciter la haine de l'ennemi. Chaque camp met en avant les exactions commises par son adversaire, mais minimise, ou bien évidemment, cache les siennes, comme l'usage de la torture en Algérie ou le massacre du 17 octobre 1961. Durant les conflits, les autorités contrôlent l'information et déploient une propagande empêchant les historiens d'étudier les événements en cours. La presse est censurée, les opposants au conflit sont muselés, comme le journaliste communiste Henri Alleg, kidnappé en juin 1957, dont le livre La Question est censuré en 1958. Autre facteur qui peut rendre le travail de l'historien très difficile, c'est si l'historien a lui-même participé au conflit, comme Pierre Renouvin, qui a perdu un bras lors de la Première Guerre mondiale. L'historien appartient aussi, il faut toujours l'avoir en tête, à une société qui est marquée par cette épreuve et peut être utilisée par les autorités, instrumentalisée, pour défendre les positions de son pays. En 1919, le gouvernement français fait ainsi appel à Pierre Renouvin pour accréditer la thèse de la responsabilité allemande. Bien que l'historien lui-même soit plus nuancé, il charge les puissances centrales et minimise le rôle de la France dans les origines de la guerre en 1927. Au final, l'historien n'a ni le recul, ni les archives nécessaires pour mener à bien son travail, en tout cas pas juste après le conflit. Il peut aussi faire face, parfois, à une surabondance de mémoires de militaires et de diplomates, autant d'ouvrages qui sont engagés et partiaux, et à l'inverse, il peut aussi n'avoir absolument aucune source. L'histoire des colonisés a longtemps été difficile à écrire, par exemple, dans la mesure où les indigènes, les habitants des colonies qui ont subi la colonisation, étaient souvent illettrés et ont laissé peu d'archives écrites, et la plupart des sources dont on dispose proviennent en fait de l'ancienne puissance coloniale ou des élites locales, ce qui explique que les subaltern studies n'ont émergé qu'à partir de 1982. Deuxième point, quand on fait de l'histoire, on fait souvent l'histoire des vainqueurs. L'époque de la guerre, pour les combattants comme pour les civils, est héroïsée et chargée d'une valeur identitaire qui tend à forger une mémoire collective, une représentation commune du passé. Et une fois le conflit terminé, ce sont les vainqueurs qui vont imposer leur vision du conflit. Après l'armistice du 11 novembre 1918, l'Allemagne est obligée de reconnaître sa responsabilité via l'article 231 du traité de Versailles, auquel elle n'a pas participé, rappelons-le. Pendant longtemps aussi, le régime franquiste impose sa vision du conflit au détriment des républicains qui subissent eux une violente répression. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le mythe résistentialiste qui s'impose en France pour restaurer l'unité perdue du pays. Gaullistes et communistes prétendent que les Français ont unanimement et spontanément résisté au nazisme. Cette mémoire dominante permet d'effacer la honte de la défaite et de la collaboration, de faire oublier ces événements douloureux, de surmonter les divisions dans un pays meurtri et affaibli, d'intégrer la France au camp des vainqueurs et d'engager la reconstruction
aussi bien au sens matériel du terme qu'au sens de nation. Dans les anciennes colonies, les guerres de décolonisation sont considérées par contre comme des guerres de libération. L'accès à l'indépendance est donc une source de fierté et l'histoire immédiate est orientée héroïsée avec des figures comme Ho Chi Minh au Vietnam, Bourguiba en Tunisie ou Gandhi en Inde. Et cette histoire héroïsée, cette version du conflit est durablement confisquée par le pouvoir. En Algérie, l'insurrection du 1er novembre 1954 entre dans le préambule de la Constitution. Les références à la guerre sont omniprésentes dans les discours, sur les monuments, comme le monument aux martyrs, ou lors des commémorations. La décolonisation est présentée comme un soulèvement populaire unanime. Or, le mythe du peuple uni face aux Français permet d'effacer les divisions internes au mouvement national. Après la guerre d'Algérie, le FLN, le Front de Libération Nationale, se présente comme le seul acteur de l'indépendance algérienne, occultant la participation des minorités, comme les Berbères, ou les autres mouvements nationalistes, comme le MNA. Pour les opposants politiques et les intellectuels algériens, le pouvoir a confisqué la mémoire de la guerre en donnant une vision simplificatrice. Mohamed Harbi nous dit « L'histoire chez nous, c'est le serpent de mer de la culture algérienne, dans ce sens qu'elle est tout le temps falsifiée, tout le temps piétinée, et personne ne se reconnaît dans l'histoire officielle, mais c'est le fondement de la légitimité de l'État. » Et cette histoire des vainqueurs, tant mise en avant, met de côté des mémoires qui sont jugées honteuses, celles des prisonniers de guerre, des requis du STO, des enfants nés de l'ennemi, ou traumatiques comme l'histoire des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui conduit à une période d'oubli plus ou moins volontaire. L'historien Henri Rousseau observe ainsi un processus chronologique des cycles mémoriels par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il voit en premier un temps d'amnésie, où il y a un déni, voire un deuil silencieux de ce qui s'est passé, avant d'un temps d'anamnèse, où il y a un vrai retour du passé refoulé, avant d'arriver enfin dans un moment d'hypermnésie, où on a une abondance des mémoires, où la parole est libérée. À la Libération, ainsi, le rôle de Vichy est marginalisé, éludant les responsabilités de l'État et de l'administration française dans la déportation des Juifs et la lutte contre les résistants. La collaboration et l'occupation sont passées sous silence, ôtant tout sentiment de culpabilité collective aux Français. Au déni d'État s'ajoute, comme l'appelle Annette Viborka, le grand silence de la communauté juive. Non seulement la parole est aux héros, les personnalités politiques, les figures de la résistance sont en effet les fondateurs de la Nouvelle République, et non aux victimes, mais les survivants de la Shoah sont peu nombreux, seulement 3% contre 60% pour les déportés politiques et les prisonniers de guerre, et ils se heurtent à l'indifférence de l'opinion publique, les faisant plonger dans le silence. Dans le cadre colonial, c'est également compliqué, puisque, pour les vaincus, la mémoire dominante est finalement celle de la défaite. Les métropoles avaient fondé leur prestige sur leur possession coloniale, qu'elles n'ont plus. Lors des décolonisations, il est donc difficile pour les gouvernements comme pour les opinions publiques d'accepter ce déclin. Après l'indépendance de l'Algérie, la France se détourne rapidement du conflit. Toute une génération d'appelés, revenus traumatisés, enfouit ses souvenirs de guerre. Les violences employées en Algérie, voire en métropole, la perte de ce territoire colonial et les divergences des mémoires provoquent une politique de déni qui se manifeste par des lois d'amnistie dès 1964. En 68, c'est l'ensemble des acteurs de la guerre qui en bénéficient, cette guerre qui n'a ni nom ni histoire, on se contente d'appeler ça les événements d'Algérie, est alors ensevelie. Les amnisties successives viennent entériner dans un climat d'indifférence et de dissimulation de la grande tragédie algérienne. Il faut bien congédier les remords, les doutes, les ombres douloureuses qui hantent les mémoires, comme l'écrit Benjamin Stora en 1991 dans La gangrène et l'oubli. Ce qui nous permet donc de construire ce schéma évolutif, cette chronologie en tout cas, dans l'émergence de la mémoire pour la Seconde Guerre mondiale et pour l'Algérie, où on voit bien qu'on est encore dans le début du retour du passé refoulé, mais qu'on est très loin encore de l'hypermnésie avec des conflits qui sont très nombreux. Dans un deuxième temps, nous pouvons donc voir la vision concurrente de l'histoire et de la mémoire et comment le travail des historiens permet l'éclosion des mémoires et leur affirmation plurielle. Quand on passe en période d'anamnèse, il y a donc un retour du passé refoulé. La volonté d'occultation du conflit par l'État n'a pas pu empêcher la résurgence des mémoires enfouies, notamment pour la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. En cause, le renouveau générationnel, le baby-boom, la représentation cinématographique du conflit qui facilite son inscription dans la mémoire collective, on pense au Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls en 69 qui prouve l'importance de la collaboration en France, Shoah de Claude Lanzmann en 85, ou encore pour l'Algérie, la bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo en 66, Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vauthier en 72, ainsi qu'Une guerre sans nom de Patrick Rothman et Bertrand Tavernier en 1992.
La résurgence des mémoires tient aussi au rôle des journalistes, comme Yves Courrière en 69, mais aussi et surtout au rôle des historiens, comme Pierre Vidal-Naquet en 72 qui publie La torture dans la République, ou encore Robert Paxton qui publie en 1972, la même année donc, La France de Vichy, prouvant la collaboration française. On peut aussi compter sur le besoin de témoigner au soir d'une vie, quand la parole est sur le point de disparaître, avec Services spéciaux Algérie 55-57, mon témoignage sur la torture du général Ossa Seres, en 2001, voir aussi le contexte géopolitique, comme la guerre des 6 jours, le contexte politique, l'essor du FN et des thèses négationnistes dans les années 80, ou socio-économique, avec la marche pour l'égalité et contre le racisme à la même époque, qui vont aussi contribuer à libérer la parole. En 1961, Fischer publie ainsi Les buts de guerre de l'Allemagne impériale. Bien reçue dans l'ambiance contestataire des années 60, ces thèses heurtent l'opinion publique qui préférait penser que la responsabilité était partagée entre tous les belligérants. Le scandale médiatique qui provoque montre la sensibilité de l'Allemagne à une lecture critique de son histoire, ainsi que le processus complexe par lequel les intellectuels allemands font face à l'héritage moral de la période nazie et le sentiment de culpabilité qui pèse sur toute la génération allemande des années 60 suite au processus de dénazification. Dans les années 80 et 90, le collectif des Subaltern Studies s'oppose à l'histoire héroïque des élites indiennes comme à l'histoire coloniale dite traditionnelle. Il s'intéresse aux formes de contestation et de résistance des masses indiennes à qui il veut redonner une voix. Enfin, dans un contexte marqué par des fortes tensions avec la Russie, l'Ukraine demande aujourd'hui que l'Holodomor soit reconnu comme un génocide déclenché par le pouvoir soviétique afin d'éradiquer le nationalisme ukrainien. L'Holodomor, c'est la famine de 1932-1933 qui a fait des millions de morts en Ukraine. Ces mémoires émergent, mais elles ne sont pas consensuelles. En effet, la perception des conflits est différente selon les belligérants. À l'issue des guerres civiles, vainqueurs et vaincus se construisent des mémoires divergentes. Au lendemain de la guerre d'Algérie, le monument aux morts d'Alger, qui était constitué de 2 cavaliers, l'un arabe, l'autre français, est ainsi recouvert d'un coffrage en béton sur lequel 2 mains brisent des chaînes pour marquer la fin de la colonisation, plus que la mémoire de la guerre. Les conflits du XXe siècle sont en effet source de blessures profondes, voire de fractures, comme la Seconde Guerre mondiale, et génèrent une pluralité de groupes porteurs de mémoire comme les résistants gaullistes, les communistes, les juifs, les tziganes, les réquisitionnés du STO, les prisonniers de guerre, les malgré nous, les malgré elles, etc., etc., etc. En Algérie, les éléments retenus du conflit d'indépendance, héroïsation des combattants, mise en évidence des souffrances subies par les combattants de l'ALN, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont célébrés en France, où l'usage de la torture par l'armée est longtemps passé sous silence. Guy Pervilliers écrit à ce sujet que la guerre d'Algérie a si profondément déchiré la communauté nationale qu'il n'a pas été possible de reconstituer une mémoire nationale consensuelle côté algérien. Côté français, cette mémoire est également déchirée, puisque les harkis dénoncent leur abandon par la France, tandis que les pieds noirs cultivent la nostalgérie. Dans un premier temps, ces mémoires sont donc avant tout communautaires, puisqu'elles confortent l'identité d'un groupe, avant d'investir ensuite l'espace public au moyen d'associations. On pense notamment à Fils et filles de déportés juifs de France de Klarsfeld en 1971, de manifestations, comme Fils de Harki en 1975, de films, comme Le coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi en 1979, ou encore de lieux de mémoire, comme le mémorial des rapatriés à Nice en 1973, la maison d'histoire et de mémoire d'Onde de 2008, des monuments aux harkis, aux pieds noirs qu'on peut retrouver un peu partout en France. Henri Rousseau écrit ainsi que la mémoire est devenue une valeur cardinale de notre temps qui repose sur l'idée qu'il faut agir rétrospectivement sur le passé pour le réparer, pour en soigner les séquelles, pour le réécrire au nom de principes qui fondent notre présent. Il y a également l'apparition d'exigences de réparation. En 1999, les familles juives spoliées et les enfants déportés obtiennent une indemnisation, mais celle-ci n'est pas sans susciter une concurrence entre groupes porteurs de mémoire, chacun estimant n'être pas reconnu à la hauteur des autres. Et cette reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide entraîne aussi d'autres demandes de réparation de la part d'autres groupes porteurs de mémoire. Par exemple, en 2005, l'Algérie exige des excuses de la part de la France pour ce qu'ils appellent le génocide de la colonisation. Dans d'autres pays, c'est également le cas. En 2013, les Kenyans obtiennent du Royaume-Uni des excuses et des réparations pour les tortures subies dans les années 50, mais pas encore pour absolument tous les groupes porteurs de mémoire. On a encore des soucis par rapport aux Maasai qui attendent des réparations spécifiques qui ne viennent toujours pas. D'ailleurs, les réparations sont plus faciles à obtenir que les excuses. La France ne s'est toujours pas excusée pour la guerre d'Algérie, par exemple. Et tout ça entraîne des débats historiographiques. Face à ces mémoires contradictoires, le travail des historiens est primordial pour présenter les conflits de manière objective. Ils recherchent les informations, les sources disponibles,
les confrontent en pointant les contradictions, les manques, ils peuvent mettre des hypothèses, donner des explications, et en attendant l'ouverture des archives, les historiens comme Benjamin Stora s'appuient sur des témoignages. Et s'ils apportent des informations précieuses, ils ne sont rien d'autre que le point de vue d'une personne sur une époque qu'il faut forcément compléter et recouper avec d'autres sources. C'est ça le travail de l'historien. Si l'ouverture des archives permet d'établir des faits véritables, les travaux des historiens ne sont pas toujours bien reçus. Ils font l'objet de débats historiographiques qui stimulent la recherche et l'ouvrent à de nouveaux objets d'études, comme l'histoire des subalternes, les subaltern studies, l'histoire culturelle, l'histoire du genre, etc. Dès l'entre-deux-guerres, Jules Isaac explique que le déclenchement de la Grande Guerre ne s'explique pas par la politique agressive d'un seul pays, mais que la France a une part de responsabilité aux côtés des empires centraux. Il dit, ou il écrit plutôt, que l'Europe n'a pas semblé très récalcitrante, les empires centraux lui ont offert délibérément la guerre, elle l'a délibérément acceptée avec une promptitude dont l'adversaire même fut surpris. Inspecteur général de l'instruction publique et auteur de manuels pour les élèves, les fameux Mallet-Isaac, il prend conscience de la nécessité de ne pas élever les jeunes Français dans la haine de l'Allemagne, quand outre-Rhin, les jeunes Allemands sont formés dans un esprit de revanche par rapport au traité de Versailles. Le travail des historiens permet donc de mettre à jour des événements ou des pratiques dont le souvenir est resté tabou. Les spécialistes de l'Algérie étudient aujourd'hui la question des disparus ou les différentes formes de violence, comme Raphaël Branche qui démontre que le recours à la torture par l'armée française n'est pas marginal, mais qu'il s'est inscrit dans une politique destinée à conserver l'Algérie à tout prix. La disparition progressive des acteurs des conflits facilite aussi le travail des historiens puisque cela permet d'apaiser les mémoires. Avec le temps, les historiens ont accès à davantage d'archives, ils peuvent profiter des travaux de leurs prédécesseurs et croiser plus facilement les sources. La confrontation des travaux des historiens français avec ceux des historiens allemands ou algériens permet progressivement ainsi de surmonter les analyses partisanes et nationalistes. Depuis 2006, il existe un manuel d'histoire commun franco-allemand et une commission Mémoire et Vérité a été mise en place en 2022 dans la suite des travaux de la commission Stora qui avait remis en 2021 son rapport au président Macron. Et une fois la parole libérée, peut venir le temps de la vérité et de l'apaisement, accompagné par le travail des historiens. Tout commence par la reconnaissance des pouvoirs publics. Les liens entre les pays permettent ainsi de tourner la page et d'assumer une mémoire commune plutôt que divisée. En 1962, De Gaulle et Adenauer assistent ensemble à la messe dans la cathédrale de Reims, détruite par les Allemands en 1914. En 1970, comme on le voit ici, le chancelier de la RFA, Willy Brandt, s'agenouille devant le mémorial du ghetto de Varsovie. En 2013, les présidents français François Hollande et allemand Joachim Gauck rendent un hommage commun aux 642 victimes d'Oradour-sur-Glane, en France. La mémoire de la guerre est l'occasion de rappeler les vertus de la paix. Le 11 novembre 2018, pour le centenaire de l'armistice, est organisé à Paris un forum mondial de la paix où sont affirmés les principes de la paix, du multilatéralisme et de la coopération internationale. Ces évolutions engagent les pouvoirs publics à entamer une politique de reconnaissance des mémoires multiples du conflit. En 1999, la loi reconnaît l'état de guerre en Algérie et le statut d'ancien combattant aux appelés. Les chefs d'État assument, enfin, on pourrait dire, la responsabilité de leurs prédécesseurs, comme Jacques Chirac, via sa politique de reconnaissance des oubliés de l'histoire, qu'ils soient victimes du génocide des Juifs, en 1995, combattants de la guerre d'Algérie et harkis, en 2002 et 2003, ou encore des victimes de l'esclavage, en 2001. Mais les mémoires ne sont pas apaisées pour autant. Si la reconnaissance du génocide des Arméniens par une trentaine d'États, dont les États-Unis depuis le 29 octobre 2019, conditionne les relations diplomatiques avec la Turquie, le révisionnisme nippon nourrit des tensions en Asie de l'Est. Au Japon, en effet, aucune loi n'interdit de glorifier les actes du Japon durant la guerre. Le sanctuaire Yasukuni honore les âmes des 2,5 millions de militaires tués au combat pendant les guerres modernes, dont 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale. La Chine et la Corée du Sud condamnent fortement toute visite de dirigeants japonais dans ce sanctuaire, mais Hiroshima et Nagasaki ont eu d'autres répercussions. D'agresseurs et d'auteurs de crimes de guerre, les Japonais sont soudain devenus des victimes. En outre, on assiste à un infléchissement du contenu des livres scolaires, fruit de la campagne lancée dans les années 80 par la droite japonaise. Le massacre de la population civile à Nankin est qualifié d'incident, le terme d'invasion n'est ainsi jamais mentionné quand il fait état de la guerre de la Grande Asie, et la question des femmes de réconfort, 200 000 Asiatiques contraintes à se prostituer dans les bordels de l'armée impériale, n'y figure plus. On assiste également depuis les années 80 à l'apparition et l'injonction du devoir de mémoire, autrement dit l'obligation morale pour un groupe ou un individu de se souvenir d'événements du passé afin d'en tirer des leçons pour le présent.
Selon Henri Rousseau, celle-ci reflète la croyance dans l'idée que la mémoire, le souvenir, la réparation, la commémoration constituent des marqueurs démocratiques. Les sociétés qui remplissent cette obligation, ce devoir de mémoire, sont supposées être meilleures. Secondé par les collectivités territoriales, l'État mène sa propre politique mémorielle, comme l'atteste le nom des rues et des places, le 8 février 62 en mémoire de la répression de la manifestation du métro de Charonne, les plaques commémoratives sur le pont Saint-Michel en 2001 pour les victimes du 17 octobre 1961 ou les Stolperstein, qu'on voit ici pour les victimes du nazisme, la construction de monuments nationaux, comme le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie en 2002, des musées, voire aussi des journées officielles de commémoration, comme le 27 janvier pour les victimes des génocides et la prévention des crimes contre l'humanité, le 25 septembre en hommage aux harkis ou le 5 décembre en hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie. Néanmoins, ce devoir de mémoire, s'il s'affiche partout et de plus en plus, est controversé dans la mesure où il privilégie finalement l'émotion à la compréhension, la commémoration à l'analyse, et donc qui est assez éloigné du travail de l'historien. C'est donc au nom de ce devoir de mémoire que le Parlement français a adopté plusieurs lois mémorielles, des lois qui répondent à une demande de reconnaissance de la part d'associations de victimes ou de leurs descendants. La première est la loi Guessot en 1990, sanctionnant le fait de porter atteinte à la mémoire et à l'honneur des victimes de l'Holocauste en tentant de nier ou d'en minimiser la portée. Lui succède la loi de 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien et la loi Taubira de 2001 qui tend à la reconnaissance de la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La dernière loi mémorielle est la loi de 2005 portant reconnaissance de la nation en faveur des rapatriés d'Afrique du Nord, puisqu'elle stipule qu'elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilées, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance. Seulement, cette loi stipule également que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Alors, même si cet alinéa a été abrogé en 2006, cette injonction au souvenir suscite des critiques très nombreuses chez les historiens qui y voient un rapport obsessionnel au passé, au détriment de l'analyse historique. Ces lois sont accusées d'encadrer le travail des historiens, d'entraver leur liberté de recherche et d'imposer aux jeunes générations une vision officielle de l'histoire, comme la polémique autour de la lettre de Guy Môquet en 2007, lancée par Sarkozy. Au cœur de cette polémique, en 2005, est né le Comité de vigilance des usages de l'histoire, le CVUH, qui inscrit ainsi dans son manifeste. Nous en avons assez d'être constamment sommés de dresser des bilans sur les aspects positifs ou négatifs de l'histoire. Nous refusons d'être utilisés afin d'arbitrer les polémiques sur les vraies victimes des atrocités du passé. Ces discours ne tiennent compte ni de la complexité des processus historiques, ni du rôle réel qu'ont joué les acteurs, ni des enjeux de pouvoir du moment. Il faut ouvrir une vaste réflexion sur les usages publics de l'histoire et proposer des solutions qui permettront de résister plus efficacement aux tentatives d'instrumentalisation du passé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le lien étroit entre histoire et mémoire des conflits. On se retrouve très bientôt en classe pour voir la suite.